Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu spécial, changer un peu de la routine. J'ai deux invités. En fait, on pourrait dire trois vieux routiers de l'immobilier. Parle pour toi. Tu te sens-tu concerné? Pas du tout. Ouais. Georges Bardagy, Remax du quartier GB et Jean-Sébastien Boiteau, EXP, et en fait aussi fondateur du groupe Horizon. Ouais. Merci les boys d'être là. Très apprécié. Merci de l'invitation. Hey, moi, j'avais un sujet que je voulais aborder. Là. Moi, je me souviens là, que mes parents ont payé leur maison dans les années 70, là, 7 000 $. Il y en a qui ont payé 12 000 $. Pensez-vous qu'on va connaître autant de progression dans les prix dans le futur qu'on a pu le connaître dans le passé? C'est une bonne question, ça, hein? Ben, là, je sorte ma boule de cristal. Boule de cristal, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Écoute, moi, je pense que la projection pour les 3 prochaines années, on va commencer par ça, devrait être relativement stable. C'est-à-dire que je pense que les maisons vont augmenter probablement au prix de l'inflation. Puis si on se met à avoir un événement malheureux, là, on est dans une guerre commerciale. On espère que ça ne dérapera pas sur d'autres choses. Puis qu'on a une récession, puis qu'il y a une hausse importante du chômage, on va venir affecter 2 des 5 moteurs du marché immobilier, soit le taux de chômage puis la confiance. Et ça pourrait dire que les prix vont progresser, mais vont progresser probablement moins rapidement dans les 3 prochaines années. Même chose pour le taux d'intérêt. Là, il a baissé une fois, peut-être qu'il va baisser d'un autre quart de point d'ici la fin de l'année, mais on s'attend à une relative stabilité. Les taux ne s'en vont pas en bas de 2 puis ils ne s'en vont pas en haut de 6. Alors, à quelque part, tout ça, ça devrait nous amener à un marché immobilier un peu plus stable dans les 3 prochaines années. Maintenant, pour le long... Ouais, vas-y. Non, mais c'est correct. Maintenant, toi, Jean-Sébastien, t'en penses quoi si on commence pour les 3 prochaines années? Ben, le master, Georges, je pense qu'il l'a bien dit. Il a bien décrit ce que je vois aussi. Comme le taux d'intérêt, je pense qu'il va avoir une certaine stabilité. Ta question est bonne, Jean-François, parce que quand tu l'as posée, je me suis remis à mes parents. Oui. Puis mes parents, histoire courte, ils avaient acheté en 73 une Canadienne à Ville-Lorraine. Ils avaient payé 28 000 $. Puis j'ai revendu cette propriété-là à 750 000 $. Wow. Mais ça fait drôle. Là. J'ai grandi dans une maison, puis à un moment donné, on se retrouve à la vendre. Mais moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'espace à aller chercher des valeurs en immobilier. Il va toujours en avoir. Si on prend nos voisins comme Vancouver, Toronto, qui sont au moins le double de ce que nous, on est au niveau des valeurs, il y a eu beaucoup de gens de l'extérieur, de l'international qui sont venus investir à Vancouver et à Toronto. Et c'est la grosse différence pourquoi qu'on vit une si grande valeur. Mais je pense qu'on va être capable d'aller graduellement aller rechercher ces valeurs. C'est possible. Donc, on pourrait dire, au Québec, on est un peu encore en mode rattrapage. Puis, il faut dire que le Québec, en ce moment, fait vraiment membre à part. Hein, parce qu'actuellement, là, l'Ontario, Vancouver, Toronto, Vancouver, ça va vraiment pas bien. Là, on est dans une période très difficile. J'ai eu l'occasion de parler à un spécialiste de la Banque nationale qui couvre les prêts hypothécaires résidentiels là-bas. On parle de la diminution du taux directeur qui est en lien avec l'économie, mais c'est aussi pour relancer l'immobilier là-bas. Jean-Sébastien, tu as amené un bon point. On a un moratoire jusqu'en 2027. Pensez-vous que 2027 sera l'annonce qu'on va pouvoir recommencer à faire des transactions avec les investisseurs étrangers? En fait, c'est une bonne question. J'ai l'impression que si ça pourrait être reconduit parce que la crise du logement n'est pas réglée au Canada au complet, malgré les difficultés qu'on vit dans l'Ouest. En fait, c'est partout où les prix sont chers, même au Québec, qu'il y a eu un ralentissement. Ça, c'est clair dans la dernière année. Pourquoi il y a un ralentissement? C'est parce qu'avant de t'acheter, mettons, tu as acheté une maison 500 000 $. Puis là, à un moment donné, elle vaut 1,2 million. Elle a pris beaucoup de valeur après la pandémie.
Puis là, tu te dis, j'aimerais ça me gâter, on a une plus grande famille, nos affaires vont bien, je vais vraiment en acheter une de 2,5. Mais là, si tu vois que la confiance, des tarifs, ça, si tu quoi, dis, regarde, on va rester tranquille, on est capable de vivre ici un petit peu. Donc, c'est ces produits-là de luxe, de se gâter, de se faire plaisir, des maisons secondaires qui peuvent être aussi très élevées. C'est là où les gens sont un peu plus prudents présentement, où ils ont moins de capacité. Donc, peut-être des marchés un peu plus volatiles. Un peu plus volatiles dans les hauts prix. Ouais. Mais là, je vous écoutais parler de rattrapage. Puis moi, ça fait 35 ans que j'entends parler que le Québec est à la traîne par rapport aux valeurs de l'immobilier d'Ontario ou de BC. Mais tu sais, on peut dire que BC est moins cher que Tokyo, New York, Londres. Tu sais, à un moment donné, il y a toujours un rattrapage avec quelqu'un. Le marché immobilier fait état des revenus des gens qui sont sur place. Fait qu'à New York, les gens gagnent des salaires plus élevés, l'immobilier coûte plus élevé, il y a plus de monde partout sur la planète qui veulent habiter là. Il n'y a aucune restriction ces acheteurs étrangers à New York. Nous, on en a mis une barrière, je pense que c'est le gouvernement Trudeau qui l'a mis pour 4 ans. Est-ce que le nouveau gouvernement Carney va la renouveler ou pas? Moi, ce que je pense qu'il serait peut-être utile de faire, c'est de la renouveler avec des exceptions. Par exemple, on voit que les centres-villes, que ce soit Toronto, Vancouver ou même Montréal, les constructions qui ont coûté cher, bien, c'est souvent, ces investisseurs étrangers qui les achetaient. Puis là, avec le télétravail, le coût des logements, la hausse du taux d'intérêt, ça s'est calmé. Peut-être qu'on pourrait dire que les acheteurs étrangers ont le droit, mais certainement seulement dans les centres-villes. Mieux encadré. Mais on ne veut pas qu'une maison à Laval ou à Chambly, à 500 700 000, que quelqu'un qui est résident du Québec pourrait pas l'acheter parce qu'il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Exact. Fait que dans ce sens-là, je pense que la loi est bonne pour préserver l'accessibilité des Canadiens au logement, mais elle peut-être elle n'est pas ciblée du tout en la généralisant, à part les endroits de villégiature. Comme je donne un exemple, au lac Memphrey-Magog, Exactement. à Austin, tu as le droit d'acheter une maison potune, mais pas à Magog, parce que c'est je pense qu'il y a plus que 20 000 habitants ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent s'informer, puis je te reviens, Jean-Sébastien, c'est qu'il y a des régions spécifiques. Hein, donc, vous devez consulter la carte parce qu'il y a certains endroits où les investisseurs étrangers peuvent faire l'acquisition. Mais avant, j'ai une question, moi, pour toi, Georges. Depuis les années que tu fais de l'immobilier, pour ne pas le nommer, les investisseurs, parce que tu travailles le secteur vraiment Montréal, Ville-Mont-Royal, Outremont et tout ça, les investisseurs de l'étranger, c'est quoi le ratio au niveau de l'augmentation ou de la diminution? Bien, c'est pas compliqué. Regarde, juste prendre un exemple simple. Ville-Montréal, c'est une ville défusionnée, là, comme une banlieue en plein centre de Montréal. Avant la pandémie, 17 % des acheteurs, j'avais tout repris, tous les actes de vente de chaque maison qui s'était vendue. J'avais fait l'étude personnelle. 17 % c'était des acheteurs qui venaient de la Chine. Pas d'Anemaru en Chine, ils venaient de Shanghai. OK. Puis ça, c'est à cause que Air Canada a fait un vol direct Shanghai-Montréal. Ça a été game changer. Puis là, je sais pas si vous le savez, dans Shanghai, il y en a des millionnaires. Fait que s'il y a 0,001 % des gens qui décident « Hey, moi, je m'en vais à Montréal pour principalement l'éducation des enfants. » La raison numéro 1 qui venait, c'était pour la qualité de nos écoles. Qualité aussi, de l'air aussi. La stabilité, la pollution, on peut en mettre. La stabilité, la paix sociale. Alors là, ils venaient acheter les maisons, mais là, c'est comme moins de 1 % parce qu'il faut qu'ils travaillent ici, qu'ils payent des impôts ici, qu'ils s'installent ici. Alors qu'avant, ils installaient leur famille ici, puis souvent, une des personnes dans le couple faisait la navette puis allait travailler en Chine. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Alors là, on peut voir qu'il y a un effet rapide. Mais je serais curieux de voir tous les chiffres des condos au centre-ville. Puis aussi, il y a une réduction du nombre d'étudiants. Fait que tout ça, c'est venu un peu baisser. Puis le fait que le télétravail est arrivé après la pandémie, c'est ça qui a causé la crise qu'on vit dans notre centre-ville présentement. Parce qu'il y a une crise du condo actuellement. Bien, il y a des condos qui sont neufs, invendus, qui sont libres, qui sont inoccupés. Puis en même temps, on a une crise de logement. Donc, quand on dit on a une crise de logement, on a une crise de logement abordable. Parce que la crise de logement inabordable, il y en a une aussi, puis ça veut dire qu'ils ne se vendent pas. Puis les condos, avec la nouvelle réglementation qui vient de rentrer, est-ce que ça l'aide pas trop par rapport au... Ça, je suis pas d'accord avec toi. En fait, ce que tu fais, Jean-Sébastien, ce que tu mentionnes est très important. Depuis le 14 août, il faut maintenant une attestation du syndicat des copropriétaires qui dit on va prévoir les travaux à faire avec des experts sur 10 ans, puis on va s'assurer que les cotisations
puisse faire en sorte qu'on va avoir les moyens financiers d'entretenir cet immeuble-là. On veut éviter les cotisations spéciales. On veut éviter les cotisations spéciales. On veut éviter des faillites de copropriété. On veut éviter des copropriétés qui passent au feu et qui ne sont pas assez assurées. Puis ça, je pense que c'est bon. Le problème qu'on a à court terme, c'est l'arrimage. Parce que là, tu regardes un immeuble qui est arrimé, puis tu dis, ben, les frais de condo sont le double. Fait que l'acheteur, il dit, ça n'a pas d'allure, les frais de condo sont bien trop chers. Non, lui est arrimé. Exactement. L'autre, il ne l'est pas encore. Mais moi, vous dire, d'ici 1 an, tout le monde devrait être pas mal arrimé, puis le marché du condo va se restabiliser. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a un condo qui est capable d'arriver à arrimer aussi. Là. Mais c'est clair. Mais en même temps, puis l'autre élément là-dedans, c'est qu'on peut s'attendre à des refus de financement. D'après moi, si le fonds de prévoyance est trop bas, là, je ne serais pas surpris qu'on se ramasse dans une situation que les institutions financières disent c'est soit une cotisation spéciale ou on n'embarque pas là-dedans. Cette loi-là, c'est une bonne chose. Je vais vous dire de quoi. Parce que tout seul, si tu as une maison, puis ton toit, il coule, c'est toi qui fais le chèque. Exact. Tu sors un chèque, on appelle ça de la cotisation spéciale de toi-même à toi-même. Okay? Il n'y a pas de fonds de prévoyance. Mais toi, normalement, si tu as une maison, tu vas dire, hey, je vais m'assurer d'avoir un coussin pour couvrir 3 à 6 mois d'imprévus qui pourraient arriver sur ma maison, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive dans l'entretien d'un bien immobilier. Mais collectivement, si on ne le fait pas ensemble, on va se ramasser dans le trouble. Puis on l'a vu, je pense que la copropriété là, au Québec, c'est relativement jeune. Les premiers immeubles de condos, c'était des années 70. Puis on n'a pas tant d'expérience, contrairement à l'Europe, par exemple, ou même Toronto. Exact. Fait que là, le gros des condos à Montréal, le gros boom a eu lieu au début des années 2000. Là, on est en 2025. Qu'est-ce qui se passe? 25 ans après que tu as une maison, là, le toit, les fenêtres, il y a toujours quelque chose à faire, mais ça se fait maintenant massivement. Puis c'est pour ça que dans les 5 dernières années, on a vu beaucoup d'immeubles de copropriété sollicités avec des cotisations spéciales, en plus que l'inflation de la pandémie a augmenté les coûts. Puis là, on s'est aperçu qu'ils étaient prêts de suivre. Fait qu'est-ce que tu fais si tu as 3-4 copropriétaires qui n'ont pas les moyens de faire la cotisation spéciale? C'est tout le monde qu'il faut qu'il paye pour tout le monde. Fait que je pense qu'à court terme, ça fait mal, mais à long terme, c'est ça que ça. Parce que là, c'est effectif depuis le 14 août. Oui. Les plus petits complexes, on se ramasse dans une situation où il y a comme un délai de grâce de 3 ans. Mm-hmm. Mais selon moi, ceux qui vont attendre 3 ans vont faire face à une réalité où si vous voulez vendre à l'intérieur du 3 ans, il y a des notaires, des institutions financières qui, selon moi, qui vont simplement stopper la transaction. Puis en même temps, Jean-Sébastien, tu vas visiter des unités de condo, tu ne vas pas venir encourager l'acheteur à acheter le condo où les frais sont les plus bas parce que c'est probablement... C'est un danger, là. Bien, c'est un danger. Mais tu sais, je reviens à tout ça... Ça va, moi, je pense que ça va un peu déstabiliser sans mettre une catastrophe le marché du condo, que ce soit à Montréal, que ce soit même en Estrie, dans ton coin, JF. Parce que moi j'ai eu l'expérience avec l'équipe qu'il y avait des gens qui voyaient ça venir puis qui mettaient peut-être ça un peu trop gros puis qui voulaient vendre parce qu'ils ne voulaient pas se ramasser à mettre des injections. Mais je vous amène sur une autre piste. Là, on parle, mettons, des lois, là, la nouvelle loi pour on dit la nouvelle loi, mais les piscines, OK? La sécurité de nos enfants. Depuis 2021 qui en parle. Là, il avait mis une date butoir au 30 septembre. On a finalement su qu'il y avait une prolongation. Mais à un moment donné, là, c'est-tu moi où on met des lois puis on doit materniser la population? On doit juste prendre notre responsabilité à un certain moment donné. Moi, je pense que le gouvernement essaie de responsabiliser les citoyens en les influençant vers une loi. Bon, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Là, tu réponds comme un politicien. Moi, ben, c'est parce que je trouve... Moi, je l'ai fait chez nous, OK? Moi, je les ai mis les 2 clôtures. Je me suis respecté. Exact. Ils m'ont dit il y a une date butoir. Puis là, une semaine avant la date butoir, ils disent on le prolonge d'1 an. Bon. T'sais, moi, peut-être que je pense que la plupart des gens n'ont pas eu les moyens ou n'ont pas eu l'intention de se conformer. Puis je pense que policer ce règlement-là à grandeur du Québec, c'est quand même une grosse job. Il y en a des piscines au Québec. Exact. Bon, après ça, est-ce que moi, je pense que c'est une bonne chose. Si tu as des petits-enfants à la maison, c'est un danger réel. On a vu, il y a des noyades qui pourraient être évitées. Fait que je suis entièrement pour. Je l'ai fait. Je me suis conformé. Ouais. Après ça, jusqu'à où le gouvernement va à éduquer les clients ou les protéger de tout ce qui pourrait arriver comme accident, bien, c'est là qu'il faut faire. Il va toujours avoir des accidents, peu importe les règlements qu'on fait. Là. Exact. Les gars, je vais devoir vous couper le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo@cogecomedia.com. Alors, nous sommes de retour avec M. Georges Bardagy et Jean-Sébastien Boiteau. Merci, les gars, d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir au micro. Alors, je vous ramène à la question du début, parce que 3 courtiers immobiliers autour d'une même table, on est bon pour dérailler dans le sujet. Nos parents ont payé leur maison moins de 30 000 7 000 25 000 dans les années 70. Jean-Sébastien, tu me disais que tes parents avaient vendu autour de 700 000 alors qu'ils avaient payé 25 000 $. Oui. Est-ce que vous croyez que nos enfants qui vont acheter une maison aujourd'hui pourraient espérer avoir le même multiplicateur? En fait, je me permets de te challenger à savoir, est-ce que nos enfants vont avoir les moyens d'acheter une maison? Ça, c'est une autre bonne question. En fait, c'est devenu un privilège. Moi, c'est comme ça que je l'aborde, alors qu'il fut une période où, genre, je pense que c'était de l'acquis que nos enfants allaient être propriétaires s'ils le désiraient. Oui. En fait, ça me fait toujours rire parce que moi, si je regarde dans l'histoire, les jeunes générations ont toujours trouvé quelque chose à reprocher à l'ancienne génération. Ouais. Moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était dans les années 90, c'était en pleine récession. Puis là, j'ai dit, tous les boomers, ils avaient volé nos jobs. On n'avait rien, tu sais, comme... Quand tu avais une job, même si tu ne l'aimais pas, tu la gardais. Les taux d'intérêt étaient à 10 %. Oui, exact. C'est certain que les maisons étaient moins chères, mais il n'y avait pas de REER, il n'y avait pas de CELI. 10 c'était un taux moyen, là. On était habitué à ça, là. Tout à fait. Ouais. Puis, mon point, c'est que je veux dire, c'est que je suis d'accord que l'accessibilité est plus difficile. Il y a des outils. Il y a le CELIAP, il y a les REER, il y a le CELI, il y a des choses qui ont été mises en place. Puis, c'est plus un challenge. Les jeunes doivent travailler plus fort, plus longtemps pour acquérir une propriété. Mais je me souviens aussi que dans les années 90, on n'allait pas au restaurant, les jeunes, j'allais pas en voyage. Puis là, on voit que c'est une grosse dépense dans le portefeuille d'un jeune. Puis, il y a une autre chose qui est là, puis qu'on parle pas trop, c'est que pas pour tout le monde. Je pense que pour 30 % de la population, il va y avoir le plus grand transfert intergénérationnel de l'histoire du Québec. C'est-à-dire, les gens plus vieux que nous, ils n'héritaient rien de leurs parents, puis là, ils vont hériter pour la peine. Fait que oui, c'est plus tough là. D'un autre côté, ils vont avoir un genre de filet de secours pour la retraite. Fait que toute chose, il n'y a rien qui est pareil d'une génération à l'autre. Puis la technologie les rend beaucoup plus mobiles, informés, productifs. Que ce que nous autres, on pouvait faire à l'époque. Fait que moi, je pense que tant que la population globale, sa planète, augmente, ce qui est... Là, c'est là que vous allez me dire, oui, elle va augmenter ou non, elle va être décimée. Si elle est décimée par une guerre ou une pandémie historiquement, puis qu'on perd 1 milliard d'habitants sur la Terre, peut-être l'immobilier va baisser. Mais moi, je pense que tant que la population globale va augmenter, un des top 15 endroits, là, si tu as moindrement des sous, tu as travaillé fort avec ta famille, puis tu veux déménager un endroit pour élever ta famille en sécurité dans une paix sociale et l'éducation, un système de santé, de l'eau, de l'électricité, du terrain, de la nature un peu, bien, le Canada, puis Montréal, puis le Québec, c'est un des top 15 endroits où j'irais habiter. Fait que je vois pas comment... à long terme, l'immobilier peut reculer, à moins que c'est ça. Parce que la seule chose qui prend de la valeur avec une maison, c'est le terrain en dessous. Après 30 ans, il faut la refaire au complet. Vous êtes d'accord avec moi? Fait que, tu sais, la demande du terrain vient de l'augmentation de la population, puis la démographie. Puis c'est la meilleure façon de prédire l'avenir en immobilier, c'est d'étudier les courbes de démographie. Puis là, la bonne nouvelle pour les jeunes qui, présentement, trouvent ça difficile en 2025, c'est que, on va vous dire, dans 5 ans, les baby boomers qui n'ont pas voulu aller en résidence ou qui n'ont pas voulu laisser aller leur maison parce qu'il y avait des moyens, parce qu'ils étaient plus en santé, ce qui est une bonne chose en soi. Mais là, tout d'un coup, à un moment donné, ils vont les laisser leur résidence. Il va y avoir plus de construction. Ça va se rééquilibrer. Puis normalement, c'est ça qui devrait se produire. Il va y avoir des maisons qui vont se libérer, ne serait-ce qu'à cause de la démographie. Jean-Sébastien, j'aime ton approche. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tes enfants sont inquiets d'être propriétaires un jour? C'est un sujet que tu as déjà abordé avec eux? Oui. Mes enfants, présentement, sont à l'extérieur du pays pour le sport, pour les études, pour le travail.
quand on les habitue à voyager aussi jeunes, on dirait qu'officiellement, on les perd à l'international. Mais oui, on a la discussion. Puis tu sais, ça amène à des questions, à des débats comme l'investissement immobilier. Tu sais, parce que logiquement, si on voit les jeunes qui ont un peu plus de problèmes au niveau financier à acquérir une propriété aujourd'hui, bien, naturellement, ils vont aller dans la location. Mais est-ce qu'on commence à voir beaucoup plus d'investisseurs immobiliers profiter de cette occasion-là? Oui, c'est possible. Ouais. Bien, probablement que oui. C'est la roue qui tourne. Mais comme Georges dit, je suis d'accord. Je veux dire, quand tu regardes dans les années 80, oui, le taux d'intérêt était à 10-12 puis il fallait faire avec ça. Mais quand on veut être créatif, puis il y a des outils qui existent. Exactement. Mais moi, mes deux filles dans la vingtaine sont propriétaires. Donc, ils n'ont pas des propriétés cossues, ils ont des propriétés modestes. Parce que dès l'âge de 17 ans, je leur ai montré à épargner, à mettre de côté tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont chanceux, vous allez me dire, parce qu'il y avait un père qui faisait des sous, une mère qui faisait des sous. Fait qu'on a réussi à payer leurs études, puis tout ça. Mais ils ont étudié, ils travaillent, ils ont mis de l'argent de côté. Leur conjoint la même affaire, puis ils sont pas riches, ils ont une hypothèque, mais ils sont rentrés dans la roue du marché immobilier. Ils ont mis le pied dedans. Oui, puis c'est d'embarquer le défi. Exactement. C'est l'effet domino. Ma plus vieille, c'est la même chose. Elle voulait s'en aller en appartement à 19 ans. Elle est à 29 ans aujourd'hui, puis elle a son condo. On lui a expliqué, au lieu, il y a 10 ans, de payer un loyer, le processus, c'est ça. Mais il y a des gens qui disent, tu sais, comme, j'ai fait l'étude entre être locataire toute ma vie ou être propriétaire. Est-ce que ça vaut la peine maintenant? Aujourd'hui, je vois le monde souvent, c'est des gens à valeur mobilière qui veulent pour leur paroisse. Mais moi, je vais vous dire de quoi, là, la meilleure éducation financière à quelqu'un, mais une hypothèque, tu vas voir que le jeune, il va apprendre à s'éduquer, à faire ses paiements, les taxes. Puis je vois mes filles, là, j'en ai une autre qui part en affaires, puis là, elle est en train de remplir des documents de gouvernement, TPS, TVQ, ouvrir un compte commercial, faire un Inc. On va dire l'apprentissage financier rentre à la vitesse grand V. Les physios, là, tu sais, on s'entend. Ils n'enseignent pas ça à l'école. Non, ils n'enseignent pas ça. Puis ça, c'est le plus gros drame du Québec. On va avoir un Québec plus fort, des jeunes plus forts à l'école, secondaire 5, début de cégep. Cours d'éducation financière de base. Comment ça marche une carte de crédit, les intérêts composés, les assurances-vie, assurance-invalidité. Tu sais, comment ça fonctionne, les leviers, les hypothèques, les immeubles à revenus. Ça, là, ça devrait être un cours obligatoire. Exactement. Si on veut un Québec plus fort pour l'avenir, il faut les éduquer, nos jeunes, parce que la seule différence entre quelqu'un qui a des sous et quelqu'un qui n'en a pas, la plupart du temps, c'est l'éducation financière. L'entrepreneuriat. Tout à fait. C'est ça qui est important. Puis en fait, on parle d'immobilier. On est toujours, nous sommes tous des entrepreneurs. On aimerait encourager les gens à être entrepreneurs. Moi, je regarde aujourd'hui mon entourage. Là, je vais peut-être me faire lancer des pommes, là, mais le diplôme universitaire a encore une valeur. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y en a trop de diplômes? On regarde aujourd'hui. Moi, mes enfants finissent avec des bacs. On dirait que les revenus ne sont pas toujours au rendez-vous. On parle de l'augmentation de la valeur de l'immobilier, du coût de la vie. Ça prend quasiment, en fait, un couple qui gagne 2 bons revenus pour être capable d'être propriétaire maintenant. En fait, le diplôme universitaire, c'est pas une garantie de revenus. C'est que ça t'amène à régler des problèmes d'une façon différente de quelqu'un qui a peut-être moins étudié. On va dire, faire fortune, je connais mon plombier, il fait fortune, mon électricien, il fait fortune. Il y en a plein de gens qui font fortune. Il y a des policiers qui gagnent des très bons salaires avec les heures supplémentaires aujourd'hui. Il y a des pilotes d'avion qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, je pense que c'est pas généralisé, c'est pas une garantie, mais c'est sûr qu'on s'aide quand on a un diplôme universitaire. Ouais. C'est juste que c'est pas fini. Ça l'ouvre les portes. Ça l'ouvre des portes, mais tu as une éducation financière à faire, tu as un risque à prendre. Savez-vous qu'en 2000, il y avait 1,4 personnes au Québec sur 1000 qui voulaient être entrepreneurs, puis les derniers chiffres autour de 2020, c'était 0,8 Wow. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, les salaires ont augmenté, on a moins de chômage. Hey, j'ai-tu goût d'être stressé comme mes parents, puis vivre des burn-out ou des problèmes de santé au travail? Moi, je veux une bonne qualité de vie. » On entendait ça, ce discours-là, dans les dernières années, des générations un peu plus jeunes. Mais ça, à un moment donné, il faut que ça revienne parce que le moteur économique du Québec, c'est des PME. La création. Mais je pense que c'est une question de caractère aussi. Tu sais, pour revenir à ta question, Jean-François, être un entrepreneur, c'est essai-erreur.
Ouais. Puis il faut que tu aies l'ADN de pouvoir penser que tu vas en faire des erreurs. Maintenant, tu vas-tu t'arrêter puis réfléchir à ces erreurs-là pour plus les répéter. Donc, le diplôme est intéressant parce que tu viens déjà à avoir des compétences, mais je pense que le caractère, l'ADN, le mindset est plus important quand on veut aller dans l'aspect de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai appris sur le terrain. Ouais. J'ai appris avec les erreurs, j'ai appris avec les bons coups, j'ai appris à m'entourer des gens qui étaient meilleurs que moi dans certains domaines, mais j'ai pas eu mon diplôme pour l'apprendre de ça. Exactement. Les gars, on est déjà rendu à prendre une autre petite pause publicitaire, alors restez à l'écoute, j'ai une autre bonne question au retour. Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 107.7, en direct ou sur demande avec l'application Cogeco Média. Alors, nous sommes de retour après la pause publicitaire. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Boiteau, Georges Bardagy, de faire passer l'émission. Je ne peux pas m'empêcher de dire à tout le monde qui ne nous voit pas présentement que les trois, on a un sourire accroché au visage tout le long de l'entrevue. Mais OK, tu peux continuer, Jeff. Bon, je vais reformuler ma question. Là, Georges, en début d'entrevue, là, je vais sortir ma boule de cristal, OK? Puis là, aujourd'hui, on parle, là, puis on se base sur les connaissances du marché qu'on a en ce moment. Mais on est obligé d'avouer une chose, là, la valeur de l'immobilier en ce moment, on ne l'avait pas vu venir. Ni vous et moi, là. On est de s'imaginer, il y a 15 ans, qu'on aurait à vivre, évidemment, la pandémie avec tout ce que ça implique. Georges, tu disais un peu plus tôt, on n'est pas à l'abri d'autres crises qui vont venir influencer le marché. Une pandémie, c'est quand même une crise, puis finalement, c'est venu vraiment aider le marché immobilier d'une façon, aider ou nuire, ça dépend à qui on parle. Alors, est-ce que vous aviez vu venir ça? Hey, regarde, moi, je vais te dire quelque chose. Regarde les 50 dernières années d'immobilier au Québec. Quand est-ce que les prix ont baissé de l'immobilier? Oui. Pensons à ça comme fou. Ouais. Ils ont baissé dans les années 70 quand on a eu des turbulences politiques au sujet de la séparation possible. Hein? On a créé de l'incertitude. Il y a des anglophones qui ont fui. Ils ont fait un show. C'est un vrai mouvement. Hein? Il y a un mouvement. Il y a eu une baisse. Ça a fait mal longtemps, ça. Ça a fait mal parce que ça a laissé des traces et ça agit sur la confiance. C'est un des moteurs de l'immobilier, c'est la confiance. Le deuxième épisode où on a perdu de la valeur, c'est en 82 quand les taux sont montés à 18 %. C'est sûr qu'avec des taux d'intérêt à 18 %, on va dire de quoi, là, t'as hâte de geler ton hypothèque parce que ça n'arrêtait pas d'augmenter. Ça a duré 2 ans ou à peu près. Après, les baby boomers ont été une grosse partie de la population à arriver à l'âge de la trentaine où on s'achète une propriété. Donc, eux, ils ont massivement acheté. Donc, la fin des années 80 a créé un boom immobilier extraordinaire. Quand moi, je suis arrivé en immobilier en janvier 91, on était en plein début de récession, puis les prix ont baissé de 25 % entre 91 puis 95. Le plus bas qu'on pouvait acheter une maison au Québec dans les 50 dernières années ou dans les 40 dernières années, c'était à l'automne 95, après le dernier référendum qu'on a eu. On a eu crise politique et crise économique en même temps. Puis là, en 96, les prix ont arrêté de baisser, puis 97, les prix ont commencé à augmenter de 3 %. Moi, j'étais sûr que ça allait revenir, cet épisode-là. Mais depuis 97, est-ce que les prix de l'immobilier ont baissé? On ne l'avait pas vu venir. Non, je pensais qu'en 2008-2009, avec la crise des subprimes, ça allait baisser. La Banque du Canada a baissé le taux, puis ça a monté. C'est comme si on s'est servi, dans les dernières décennies, du taux d'intérêt pour essayer de rendre la récession plus difficile ou éviter les baisses. Puis là, depuis ce temps-là, même avec la pandémie, les gens disaient les prix, la SCHL, je me souviens, en pleine pandémie, ils m'ont posé la question, la SCHL dit que les prix vont baisser de 18 % en immobilier. Puis là, moi, j'écoutais l'intervieweur, puis j'ai dit, Colin, c'est drôle, parce que je dis, moi, pour que les prix baissent, il faut qu'il y ait beaucoup de maisons à vendre qui s'accumulent, puis il n'y en a pas. Vous allez m'expliquer comment ça va baisser, parce que je ne le vois pas. Effectivement, après la pandémie, on baissé le taux pour stimuler l'économie, puis l'immobilier, c'est la chose qui est repartie comme une flambée d'huile. Fait que, quand on regarde ça, là, les maisons, ils ont perdu 3 fois de la valeur en 76, en 82, puis entre 91 puis 97. Puis à chaque fois, ça a pris 3 ans pour effacer toutes les pertes qu'on a eues. On est-tu d'accord pour dire que l'immobilier, c'est probablement l'investissement le plus stable qu'on a? Une valeur sûre. T'en penses quoi, Jean-Sébastien? Bien, ça serait prétentieux de te dire que oui, mais effectivement, avec toutes les années d'expérience, puis quand j'ai commencé, moi, je suis rentré déjà avec un entourage qui était dans l'immobilier. Ta mère, hein, qui était courtière? Ma mère qui était courtière. Puis comme Georges a dit, le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Mais moi, je vais vous envoyer
je vais vous envoyer sur un autre aspect, puis je vais vous poser une question, puis je vais te la poser à toi, Jeff. Il y a une chose que je n'avais pas nécessairement, est-ce que c'est par innocence, je n'avais pas prévu que ça diminuerait autant, c'est la rétribution du courtier. Moi, quand je suis rentré, tu te souviens, Georges, j'étais 17 Puis je vais vous dire, au niveau de l'engagement, au niveau des stratégies, au niveau de l'entrepreneuriat, on est à mer et monde. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas ici là, pour une question de victime. Au contraire. Je veux dire, tout évolue, tout avance, tout ça. Mais là, on parle que les maisons ont augmenté, ont doublé, ont triplé. Puis j'aimerais ça vous entendre. Moi, je ne me positionne pas, là, je vous laisse répondre, mais comment on peut partir presque de tomber de moitié et d'avoir le double de charges de responsabilité? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on est des victimes, au contraire. Moi, je te dirais, je suis pour la libre concurrence du marché. OK? Ça, c'est une priorité. Maintenant, que ce soit les services d'un courtier immobilier, que ce soit un entrepreneur général en construction, il y a des tarifs, mais il y a un service qui va venir avec. Ça dépend du type d'accompagnement. Je pense que pour ceux qui vont souhaiter engager un courtier qui est peut-être un peu plus à rabais ou un peu plus bas que la moyenne, je pense que c'est à la clientèle, au public de s'assurer ou de demander quel sera ton engagement envers les services que tu nous offres. Donc, on est capable de dire mettons qu'il y avait un tarif fixe. C'est pas vrai qu'il y a des standards fixes de services qui sont desservis par l'ensemble des courtiers. Vous allez aller chez le dentiste, il va avoir des tarifs plus bas. Je ne suis pas convaincu que c'est souhaitable de prendre le dentiste qui est le plus économique. Ça, c'est mon humble opinion. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je change ma voiture, je ne vais pas la vendre par moi-même. Moi, je vais le retourner au concessionnaire, puis je vais payer le concessionnaire pour qu'il m'accompagne. Je n'ai pas d'intérêt à gérer ça par moi-même, puis je vais m'assurer de m'entourer des meilleurs. Ça, c'est mon humble opinion. Toi, t'en penses quoi, Georges? Moi, je pense que les commissions, comme les prix des maisons, sont dictés par le marché. Ouais. Il y a de tout. Il y en a qui ont plus de services, moins de services. On a toutes les formules qui sont disponibles pour tout le monde. Il y a juste une affaire que je suis un peu d'accord avec Jean-Sébastien. C'est pas tellement sur le taux de commission ou quoi. Moi, ce qui me renverse toujours, c'est qu'on prend une des seules professions où quelqu'un a 10, 15, 20 ans d'expérience puis charge le même prix que quelqu'un qui sort de l'école. Ouais. Ça me renverse parce que dans n'importe quelle profession, que ce soit en droit, que ce soit en comptabilité ou dans n'importe quelle, quelqu'un qui a de l'expérience qui est meilleur, mais normalement devrait charger un prix plus cher. Mais c'est drôle, non. En immobilier, c'est comme, je vais lui donner une chance. C'est l'ami de mon beau-frère, puis il commence, puis c'est l'investissement le plus important de ta vie que tu vas vendre, puis tu le confies au même prix à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ça me renverse. Non, mais j'appuie ce que Georges a dit. Ouais. C'est une excellente question. Je pense qu'il faut juste faire attention suite à cette question-là pour pas trop s'aventurer parce que on peut aller loin là-dedans, mais à l'inverse, comme Jean-François t'explique, moi, je pense que les clients ont bénéficié de ça. Oui, exactement. Pour la qualité du marché, de la qualité du service qu'on offre aujourd'hui. Puis moi, j'ajouterais une chose. On est quand même dans une province ultra réglementée. Moi, en fait, je salue les entreprises qui essaient de trouver des façons de faire en parallèle qui pourraient offrir d'autres services pour accompagner les gens, pour vendre par eux-mêmes. Il y a des gens, en fait, qui ont des compétences. Je parle à des notaires, qui peuvent encadrer. Là, on ne parle pas de la mise en marché parce qu'il y a bien d'autres offres de services qui existent dans le marché. Mais on est quand même dans une situation en ce moment où, comment je pourrais bien dire ça? Je trouve que c'est tellement encadré que ça limite les autres offres de services. Es-tu d'accord avec ça, Georges? Ben oui, puis non. En fait, je pense qu'on est un petit peu trop encadré. Tu sais, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'encadrement. La déclaration du vendeur, j'en faisais moi-même à la main, standard, par bardagie, avant même que le législateur dise « OK, c'est une bonne idée, on va mettre une déclaration du vendeur. » On vous laisse protéger. Ça fait 12 ans que je recommande le rapport d'inspection pré-vente avant même qu'on mette la maison en vente. Comme ça, l'acheteur, il sait déjà qu'est-ce qu'il va acheter. Il n'est pas obligé d'attendre que l'offre soit acceptée avant d'engager des frais puis faire une inspection. Puis ça rassure tout le monde dans le processus. C'est juste que la réglementation essaie d'aller trop loin. C'est comme si le législateur
prends pour acquis que les courtiers, ceux qui ont enrayé des mauvaises pratiques, on en a eu dans les dernières années, le syndic a attrapé des mauvaises pratiques, comme dans toute profession. Je ne pense pas que les courtiers immobiliers ont le monopole des mauvaises pratiques, que ce soit dans n'importe quelle profession, il y en a. Mais on est comme plus facile à haïr ou à jalouser, puis on les met plus dans les journaux. Fait qu'on entend parler plus souvent que ça. Je pense qu'à un moment donné, si on crée trop de règlements, puis on ne laisse pas le temps aux courtiers d'absorber les règlements, on crée de la confusion. Puis si on crée de la confusion, on rate la cible de protéger le public. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, comme n'importe quelle chose qui change, des fois, ça va un petit peu trop loin, il faut que ça revienne un petit peu, mais on est quand même beaucoup mieux encadré qu'on l'était quand on a commencé nos pratiques, pour moi, dans mon cas, au début des années 90. Au grand bénéfice de la population. Au grand bénéfice de la population, sont mieux protégés. Les courtiers sortent de l'école mieux équipés, mieux outillés qu'ils étaient avant. Il y a encore des choses à apprendre sur le terrain. Je pense qu'un professionnel, c'est 3 choses. 1, c'est le savoir. Fait que ça, tout le monde l'apprend. Ils en savent plus qu'avant. 2, c'est le savoir-faire. Oups, là, on vient d'en perdre une coupe sur comment exécuter. Puis 3, où est-ce qu'on a la minorité des meilleurs courtiers ou immobiliers. Le 3e élément du professionnalisme, c'est le savoir-être. Comment se comporter, comment mettre les intérêts du client avant les nôtres. Et ça, il y a encore du travail à faire. Exact. Puis en fait, Georges, tu as amené un point intéressant. En fait, je pense que la profession, elle est quand même parfois aussi victime de certains candidats qui vont peut-être trop s'exposer, selon moi, pour, je vais le dire, des mauvaises raisons. On va axer plus, mettons, sur la compétence, instruire. Comme tu disais récemment, lors d'une conférence qu'on a eu à faire les 3 ensemble, pourquoi les courtiers s'affichent numéro 1? Pourquoi? N'importe quoi. Je suis le 8e meilleur dentiste à Duvernay. Je suis 4e meilleur avocat au centre-ville. Je suis 3e meilleur gynécologue à Bromont. Écoute bien. Ça, là, on ne verrait pas ça dans d'autres professions. Moi, j'étais pour bannir tout. Tu peux le dire à un client one-on-one, ton rendement, si ça te fait plaisir. Parfois, les clients le demandent aussi. Oui, mais c'est une reconnaissance plus entre les courtiers. La profession. Je pense que c'est correct. Dans les métiers de vente, on aime ça, les reconnaissances, les médailles, les trophées. Mais à la fin de la journée, là, ça ne veut rien dire pour le client. Moi, quand j'étais 92e là, au Québec, je pense pas que j'étais moins bon que quand j'étais premier. Fait que, à un moment donné, what's in it for me? C'est ça que les clients veulent savoir. Puis, moi, je pense qu'on est dû pour juste interdire ça. T'en penses quoi? Jean-Sébastien? T'as le droit de pas être d'accord, hein? Non. Écoute, s'il y en a bien un qui est d'accord là-dessus, c'est bien moi. Là, mais tu sais, tu m'ouvres la porte. Il y a de la vente. Il y a de la vente, il y a de l'ego. Dans l'immobilier, la compétition. Dans l'immobilier, il y en a de l'ego. Puis ce que ça fait, ça fait des situations comme celle-là. Puis il faut apprendre à vivre avec. Puis moi, ça me dépasse, moi aussi. Moi, comme je dis à Jean-Sébastien, je dis en affaires puis en amour, ego is no amigo. Puis là, mon entourage dit tout ça maintenant. C'est ça. Bon, c'est retenu. Alors, avant de terminer l'émission, je veux savoir, moi, en 2025, j'avais prédit une augmentation des valeurs de 9 %. En début d'année, on avait notre ami Donald Trump qui voulait imposer les tarifs. On avait un taux directeur beaucoup plus élevé. Toujours dit que la mémoire collective est de 6 mois. On oublie rapidement. Finalement, je me suis vraiment trompé parce qu'on va avoir en Estrie obtenu une augmentation beaucoup plus importante que ça. D'ailleurs, je parlais, Banque nationale a annoncé au Canada actuellement, c'est 2 millions de nouveaux prêts hypothécaires parce que beaucoup de gens en ce moment refinancent leur maison plutôt que de la renouveler afin de diminuer l'impact de l'augmentation du taux d'intérêt. Donc, ils vont remettre leur maison sur 30 ans. Les institutions financières font des affaires. Ils augmentent l'amortissement pour baisser les paiements. Exactement. Important que tu le clarifies si ce n'était pas clair. Alors, j'aimerais aujourd'hui, là, on est à l'automne 2025. Nous mettre au défi. Au défi, vous voyez 2026 comment au niveau du marché? Je commence avec toi, Jean-Sébastien. Moi, je pense que ça va être quand même assez stable. Les prix ne vont pas nécessairement être démesurés. Comme les taux, le taux directeur, tout ça va rester quand même assez stable pour la prochaine année. Tu ne vois pas de grands changements? Absolument pas. OK. Moi, je pense que tu as vu en Estrie une plus grande augmentation des prix des valeurs, comme à Québec, par exemple. Oui, exact. Parce que le prix médian est beaucoup plus bas qu'à Montréal. Tout à fait.
À Montréal, l'augmentation a été plus de l'ordre de 5 à 9 % dépendant des produits. Oui. Puis je parle de la grande région de Montréal. Hein, mais si je regarde les quartiers les plus chers, on tourne plus autour de 3 % OK. Fait que, dans le très haut de gamme. Dans le très haut de gamme. Ouais. Fait que là, la maison de banlieue à Montréal, elle a aussi pris beaucoup de valeur cette année, autour de 9 %. Mais les maisons unifamiliales, un peu plus chères, plus entre 3 et 5, dépendant des quartiers. Ceci dit, je suis d'accord avec Jean-Sébastien, ça va dépendre beaucoup du taux de chômage puis de la récession. Parce que là, quand on met des mesures tarifaires, quand on fait de la crainte dans l'économie, quand on freine les investisseurs d'investir puis de construire une usine au Québec, par exemple, parce qu'ils n'ont plus accès aussi facilement au marché américain, l'effet de ces mesures-là va avoir lieu 1 à 2 ans en avant. Fait que je pense qu'il est trop tôt pour juger des effets de ce que la politique américaine a voulu faire. Donc, moi, je m'attends aussi à une relative stabilité. Je m'attends à moins de hausse, quand même beaucoup d'activités, parce que le rêve d'acheter une maison est grand. Les 18-34 ans veulent acheter une maison à raison de 20 %. Il y a 20 % des 18-34 ans qui veulent acheter une maison dans la prochaine année. Ça, c'est positif. Exact. Il n'y a pas tant de nouvelles constructions. Fait que s'il y a beaucoup plus de construction, peut-être que les prix vont moins augmenter. Mais le fait qu'il n'y en a pas assez fait en sorte que la demande est là. Après ça, si les gens perdent leur emploi ou qu'il y a une récession économique, bien, malheureusement, ça va temporiser tout. C'est pour ça que je m'attends à une relative stabilité. Alors, pour mes super auditeurs estriens, je vais vous résumer la situation. Nos amis qui sont principalement dans la grande région de Montréal nous prédisent un marché plus stable. Ce qu'il faut savoir en Estrie, c'est qu'on a vraiment beaucoup de migration interrégionale. Oui. OK? Donc, on est dans une situation où, dans l'Estrie, c'est environ 10 000 nouveaux arrivants par année. Pour une petite région comme Sherbrooke-Magog, ça vient bouleverser le marché. On est dans un secteur où nos forêts sont protégées. On essaie de protéger nos plans d'eau. Il y a de la belle réglementation, protection de l'environnement qui limite beaucoup le développement. La pression, elle est forte. Alors, je pense qu'en Estrie, on risque d'avoir encore une fois une année où les prix vont progresser. Puis d'après moi, je risquerais d'être entre 8 et 10 % si j'avais à sortir ma boule de cristal. Il va y avoir de la densification si j'écoute ce que tu me dis. En fait, c'est là qu'il est l'enjeu et il y a quand même beaucoup de résistance parce qu'on est habitué à nos grands espaces. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'on a beaucoup de résistance aussi des gens qui s'installent en Estrie, qui viennent pas de la région, mais qui, eux, prennent possession un peu du territoire puis qui disent non, c'est terminé le développement. Là. Nous, on veut protéger nos forêts, mais il ne faut pas oublier qu'on a détruit des forêts pour vous installer. Il y a un autre phénomène intéressant, je pense, que les gens ne réalisent pas, c'est que le terrain moyen au Québec est 12 000 pieds carrés, puis le footprint moyen est autour de 1 200 pieds carrés. Donc, comme dans des provinces comme en Colombie-Britannique, à Vancouver notamment, on a permis à des gens de construire en arrière de chez eux un garage avec un coach house, puis d'avoir un logement ou un appartement là, sans créer de nouvelles structures d'égouts ou d'aqueducs. Tu sais, moi, je suis allé à Sherbrooke, j'ai une maison de campagne en Estrie, fait que j'y vais souvent, mais j'adore toute la région complète. Fait que moi, je suis comme de l'immigration la fin de semaine. Mais ça pour dire que j'arrive à Sherbrooke, puis il y a quelque chose qui me renverse par rapport à Montréal, nos petites rues dans le plateau. Les rues sont larges. Il y a de l'asphalte en masse. Je me dis, hey, il me semble qu'on pourrait rétrécir ça puis donner plus de verdure. Tellement vrai. Puis quand on fait les rues, bien, ça serait moins d'asphalte, moins de... En tout cas, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y aura lieu de faire de la densification. Il y a des beaux terrains qu'on peut densifier un peu quand même à Sherbrooke. Georges Bardagy, Jean-Sébastien Boiteau, ça a été vraiment un plaisir. On a fait une émission complète juste à partager nos idées comme ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une prise 2. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon avant-midi. Merci. C'est déjà ce qui met fin à l'émission des Dessous de l'immobilier en Estrie. Merci beaucoup à mes précieux collaborateurs, M. Georges Bardagy ainsi que Jean-Sébastien Boiteau. Je veux remercier mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter les Dessous de l'immobilier en Estrie à tout moment, soit via le site du 1077 Estrie, section rattrapage, ou encore sur l'application Cogeco Média dans l'onglet Balado. Vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi directement à imoestrie@cogecomedia.com. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981.
Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.